c'est l'idée aussi de l'entreprise, c'est créer des jardins vivants, mais prouver qu'on peut réaliser des jardins naturels, mais qui soient esthétiques en même temps. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas beau. Bonjour et bienvenue sur Les Émerveilleurs, un podcast avec des entrepreneuses et entrepreneurs qui enchantent le monde, leurs équipes, leurs clients et leurs activités. Je m'appelle Emmanuel Le Saint, je suis consultant en entreprise et je suis passionné par la magie humaine au quotidien. Et dans ce podcast, je discute avec des dirigeantes et des dirigeants qui distillent chaque jour cette magie à leur façon. Aujourd'hui, Cyril Péridi me reçoit à Venanceau, dans les locaux de Bélis. Il me raconte pourquoi et comment il a complètement transformé son entreprise de paysagiste à la suite d'une prise de conscience. Il me parle de modèles économiques à réinventer, de valeurs, de satisfaction client, de management, mais aussi de comment changer de regard et faire de son jardin un lieu à la fois vivant, beau et naturel. Alors j'ai été tellement embarqué qu'on a parlé beaucoup plus longtemps que prévu, et l'enregistrement s'est même arrêté car la carte mémoire était saturée. Vous entendrez donc un son différent à la fin de l'interview puisqu'elle est enregistrée avec mon téléphone. Et comme Cyril le dit, on fait avec et pas contre. Et avant de démarrer, merci à Renaud Loiseau de nous avoir mis en contact. Et maintenant, voici Cyril Péridi, dirigeant de Bélis. Bonjour Cyril. Bonjour Emmanuel. On est donc à Venanceau, à Bélis. C'est ça. Et aujourd'hui, tu me reçois pour parler de cette belle entreprise. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous parler de ton parcours, alors jusqu'à la création de Bélis, parce qu'après, j'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire. Ok, écoute, donc je m'appelle Cyril Péridi, donc j'ai 48 ans, enfin 47 ans, bientôt 48. Je suis marié, j'ai 2 enfants, donc Nino et Léonie, donc j'habite à Beaulieu-sous-la-Roche. Actuellement, je suis donc le gérant de l'entreprise Bélis. Au niveau de mon parcours, alors je suis un autodidacte. Donc j'ai suivi une formation en DUT de gestion avec un parcours associatif qui m'a beaucoup appris. Donc notamment au niveau d'associations culturelles, il y a eu l'échappée belle, Quartier Plume, qui était sur l'organisation d'événements culturels et puis création d'écoles de théâtre. Donc j'ai pas plus appris, mais j'ai énormément appris en complément de mes études. Et puis après, donc je suis parti au Mans sur un poste de chargé de mission en création d'entreprise à l'âge de 21 ans. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il fallait conseiller des personnes qui avaient 45 ans et leur expliquer comment créer une entreprise et faire du conseil. Alors c'était très formateur parce que j'ai rencontré plein de parcours différents alors ça pouvait être dans le domaine de la nanotechnologie, ça pouvait être un garage, ça pouvait être dans la mécanique de précision, ça pouvait être dans le domaine de la course automobile. Donc c'était vraiment c'était très très riche humainement, très très riche aussi en termes de parcours professionnel, parce que ça m'a permis de voir des très belles réussites, de voir des échecs, de voir aussi que ça va vite. On peut réussir vite, mais on peut aussi échouer très vite et que c'est jamais gagné. Donc ça, c'était très, très intéressant. C'était une association qui faisait partie du réseau France Initiative Réseau. Okay. Alors c'était une grosse structure. C'était une des plus grosses structures en France, puisqu'on était une dizaine de salariés à ce moment-là, avec un directeur qui était un ancien chef d'entreprise qui m'a beaucoup, beaucoup appris sur la notion d'écoute, sur la notion de progrès, sur la notion d'ouverture, de curiosité, enfin de rigueur aussi. Donc c'était très formateur, très, très formateur. Je me suis nourri de tout ça. Et puis quand j'ai démarré, c'était au tout début du service à la personne, avec les systèmes de crédit d'impôt. Maintenant, c'est devenu assez courant. Tout le monde connaît les systèmes de crédit d'impôt, que ce soit pour le ménage ou pour le jardin. Mais à l'époque, c'était vraiment pas connu, puisque quand je l'expliquais aux clients, il fallait que je le prouve parce qu'on me croyait pas. Enfin, c'était limite une arnaque de récupérer 50%. Ouais. Donc voilà. Donc je crée une entreprise de service à la personne avec une franchise qui s'appelle Maison et Services, puisqu'elle existe toujours en Vendée notamment. Et puisqu'à 28 ans, j'avais envie de créer, mais je me sentais un peu démuni, jeune aussi. Donc je trouvais que le système de la franchise était bien adapté. Donc je crée avec Maison et Services. Donc Maison et Services, on avait 2 activités. Il y avait une activité de ménage et nettoyage et une activité de jardin. Donc on
on développe ces deux entreprises, on développe ces deux activités. Enfin, je développe ces deux activités. Je sors de la franchise au bout de 2 ans parce qu'il y avait des choses qui me convenaient pas. Et donc là, on garde le nom de la structure qui s'appelle Proxy Vendée Services. Au bout d'un an et demi, on segmente en deux les activités, puisque c'est deux activités complètement différentes. Proxy Vendée, que j'appelle Proxy Vendée nettoyage et Proxy Vendée paysage, avec donc entités juridiques différentes, fonctionnements différents, pour structurer l'activité. Donc voilà, en sachant que moi je m'occupais de la partie espace vert et j'avais recruté une responsable pour gérer la partie ménage et nettoyage. Ok. Parce que vous aviez des salariés du coup dans chaque oui. entité. Oui, sur la partie ménage et nettoyage, on avait peut-être une 30aine de salariés à ce moment-là. Ouais. Okay. Donc, sauf que moi je m'occupais quand même plus de la partie espace vert, sur vraiment la partie commerciale, la partie planification, organisation, etc. Et après, je faisais le point avec Natacha. C'est Natacha qui était responsable de la partie ménage. Mais je m'y retrouvais moins. Alors, c'était très formateur au niveau des ressources humaines. Surtout que j'avais 28 ans. Quand j'ai démarré, c'était pas ma spécialité, la gestion des ressources humaines. Donc, c'était très, très, très formateur. Mais je m'y retrouvais pas en termes de métier. Ça correspondait pas à ce que j'avais envie de développer. Moi, j'étais proche du végétal, et là, on n'était pas dans ce domaine-là. C'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes process, même fonctionnement. Donc j'ai cédé l'entreprise de ménage et nettoyage à Natacha, qui était responsable de la partie ménage. Je crois que c'était bien plutôt que de la vendre à un groupe, que ce soit. C'était une belle évolution. Donc elle l'a racheté, et moi, je me suis consacré vraiment à Proxy Vendée paysage. Parce que ça s'appelait Proxy Vendée paysage, donc avec la partie entretien et création, dans l'objectif de développer cette partie-là. Et c'est en 2023 que Proxy Vendée paysage est devenu Bellis. Donc il y a eu pas mal de changements. J'aime bien quand ça évolue. Donc Proxy Vendée paysage est devenu Bellis en 2023. En 2022, pardon. Mais ça a été le fruit d'une longue réflexion. C'était le fruit d'une réflexion de 4 ans, puisque la réflexion a démarré en 2019. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le plan Éco-Phyto qui est mis en place par Jean-Louis Borloo, avec l'objectif de diminuer les pesticides et les produits phytosanitaires. Quand il y a ce plan-là qui est mis en place, il y a toute une procédure à mettre en place pour protéger les salariés, les intervenants, quand ils appliquent des produits phytosanitaires, ce qui n'existait pas du tout avant. Il faut imaginer qu'avant, quand un salarié intervenait pour mettre du glyphosate pour des graviers, pour pas que l'herbe pousse, ou sur une pelouse, il y allait en short, en t-shirt, il appliquait son produit comme ça. Limite, il fumait sa cigarette en même temps. Ça posait de problème à absolument personne. Et personne se disait, il y a un souci quelque part. Alors, il y avait certaines personnes quand même qui avaient alerté sur les dangers, mais personne ne les écoutait. Moi, à cette époque-là aussi, parce qu'on n'était pas sensibilisé à ça. Quand le plan Éco-Phyto intervient, il faut suivre des formations. Alors, au début, on se dit, qu'est-ce qu'ils nous sortent encore comme c'est encore obligation, comme obligation, voilà. C'était, mais donc avec obligation de porter des combinaisons, un masque, avec des cartouches filtrantes, avec des délais de sécurité après application des produits. Donc finalement là, on se dit, ok, c'est quand même c'est contraignant, il y a des obligations administratives, d'organisation, mais finalement il y a peut-être une raison, quoi. Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison, parce que quand même et ce qui se passe aussi, c'est que quand les salariés interviennent avec la combinaison, faut imaginer, ils arrivent tenus de cosmonautes, donc ça fait un peu habillés, combinaison intégrale en blanc, avec les cartouches, comme dans les films quand on est dans des zones radioactives. Donc il y a des clients qui, ça pose question. Et on avait un document à remettre en consigne. C'était le délai de sécurité, je crois que ça s'appelait comme ça, délai de sécurité. Donc il fallait, il y avait des produits, c'était 48 heures après, on déconseillait aux clients de marcher sur la zone, notamment tout ce qui était traitement sélectif pour les jeunes gazons. C'est-à-dire traitement sélectif pour les jeunes gazons. En gros, on garde que la partie gazon et on supprime ce qu'on appelle, ce que les gens appellent les mauvaises herbes. On va y revenir après.
Donc voilà, mais ça c'est pire que le glyphosate. Hein. C'est vraiment c'est un produit qui est rémanent. Il y a une odeur après. Enfin, c'est voilà. Donc il y a cette démarche-là de se dire ouais, il y a peut-être un problème quand même avec notre manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui finalement on s'était pas posé la question avant parce que tout le monde le faisait. Mais est-ce que c'est bien? Bon, quand on approfondit, non, forcément, appliquer des produits phytosanitaires, on voit bien que ça a plein de conséquences, que ce soit au niveau des personnes qui appliquent le produit, que ce soit l'environnement autour, que ce soit pour le sol, que ce soit pour les végétaux, que ce soit pour la faune aussi. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais ça a forcément plein d'impacts. Donc ça a été vraiment de se dire, ok, donc les produits phytosanitaires, c'est plus possible, mais concrètement, comment on fait? Comment on travaille? Parce que aujourd'hui, ça répond à une demande des clients économiques. Par exemple, comment j'entretiens des zones de gravier, comment je rénove un gazon. Donc voilà, comment je fais pour continuer à travailler, pour continuer à avoir une activité économique. Donc voilà, la base c'est ça, hein, c'est juste ça finalement. Et donc là, il a fallu réfléchir à comment on pouvait travailler différemment. Puisqu'en 2019, alors maintenant les écoles ont énormément évolué par rapport à ça. Les professeurs qui interviennent, que ce soit au lycée nature ou dans les MFR, ils sont au taquet, quoi. Ils sont hyper sensibilisés sur ces thématiques-là, donc c'est intégré dans les programmes. Mais avant, c'était pas du tout le cas. Et comment t'as fait du coup pour aller chercher comment faire? Voilà, comment faire? On fait appel à des personnes extérieures à l'entreprise. Donc là, j'ai rencontré Frédéric Sécrétin de Terra Aminité, dont j'avais entendu parler, puisqu'à Beaulieu-sur-la-Roche, il intervenait pour conseiller la commune. D'accord. Donc lui, il avait surtout conseillé des collectivités. C'est un ancien responsable technique d'espaces verts de collectivités, mais il n'avait pas du tout cette approche de paysagiste. Donc je lui ai proposé de se rencontrer. Je lui ai dit voilà, je sais pas si on travaillera ensemble, mais j'ai bien aimé son approche parce je pense qu'on en parler après, mais il n'avait pas une approche culpabilisante. Ouais. Ça, je pense que c'est hyper important. C'est pour ça que j'aime pas d'ailleurs le terme d'écologie. Parce que je trouve que c'est trop restrictif, ça fait peur, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'entendre ce terme-là. Et puis après, faut pas être dans la culpabilité, quoi. C'est-à-dire que chacun avance à sa vitesse, en fonction de ce qu'il peut. Il y en a qui vont évoluer très vite, d'autres qui vont aller moins vite, d'autres ça va être des déclics, puis après ça va être, enfin voilà. Mais faut y aller à son rythme. Donc j'ai bien aimé son approche parce que franchement, on n'était pas bon au niveau des méthodes de travail par rapport au respect de l'environnement. Mais voilà, on s'est rencontrés, donc on a fait un premier travail en amont ensemble tous les deux, et après on a mis en place des formations dans l'entreprise auprès des salariés pour des premières formations de sensibilisation, parce que expliquer pourquoi on changeait, pourquoi on évoluait, et puis après comment on pouvait évoluer. Alors, mais dans le temps, hein, parce que ça demande vraiment. Moi, je suis peut-être lent, hein, mais il y en a qui auraient été plus rapides, mais voilà, faut l'intégrer, faut tester, comme je te disais tout à l'heure, on n'a pas de référence. Je sais pas. Oui, ça, on part d'un champ qui est totalement finalement neutre. Oui. Il faut tout essayer, tout. C'est-à-dire que, alors, le principe d'une entreprise, c'est d'être rentable, de gagner de l'argent, de payer ses salariés, de payer ses fournisseurs. Voilà. Donc, il faut imaginer, t'es paysagiste, ou t'as une entreprise quelle qu'elle soit. On t'a toujours dit que tu connais les temps pour poser des pavés, pour mettre une toile avec des graviers, mettre des plantes, planter, faire un revêtement en béton ou un enrobé. Enfin voilà, t'as des temps par mètre carré, t'as des prix d'achat, voilà. Tu connais ton modèle économique et d'un seul coup, il faut en inventer un nouveau. Et il faut quand même rester rentable. Voilà, parce que si tu veux perdurer dans le temps, c'est mieux. Donc voilà, mais c'est ça l'enjeu. Ça, c'est compliqué. Donc c'est comment on organise ce changement-là au niveau des activités, comment on le vend aux clients et après comment on l'organise aussi en interne. Donc ça, c'était... Alors c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il faut se réinventer, c'est ce qui fait... moi, c'est ce qui fait je trouve la richesse du métier. Enfin voilà, c'est
de repartir sur des nouvelles choses et puis de les faire évoluer. Mais c'est flippant, c'est stressant. C'est stressant, mais mais ça se fait. Voilà, après avec le temps, avec de la méthode, en étant accompagné aussi. Est-ce que tu peux partager quelques chiffres clés pour avoir un ordre d'idée de voilà, les collaborateurs, chiffre d'affaires, nombre de projets peut-être que tu fais par où, nombre de clients, je sais pas. Alors, donc aujourd'hui, on est 14. Au niveau sur le terrain, et donc il y a 4,5 personnes. Alors, c'est une moitié en création, une moitié en entretien. Ouais. Donc 4,5 en création et 4,5 en entretien. Et puis après, il y a 3 apprentis. Il y a Mathieu après qui est sur la partie dessin. C'est lui par exemple qui fait. On travaille en aquarelle au niveau du dessin. On fait plus de 3D. Et puis après Sandrine, mon épouse, qui s'occupe toute de la partie administrative et de la partie aussi communication. Enfin, voilà, surtout administrative. Au niveau des nombres de clients, donc ça représente à peu près 300 clients par an. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des clients pour l'entretien. C'est une prestation qui va être pour moins de 100 €, enfin 100 €. Donc ça peut être 80 €, 90 €, une petite intervention de tonte, enfin voilà, de désherbage. Et puis à l'inverse, on a des aménagements qui vont à 80 000 €, 100 000 €. Et voilà. Aussi, j'imagine, particulier, entreprise ou collectivité. Alors, peut-être, je sais pas. Collectivité, un petit peu Beaulieu-sous-la-Roche, parce que je suis originaire de Beaulieu-sous-la-Roche. Après, on doit avoir à peu près... on a quelques entreprises, ça représente 5 à 10% des entreprises. Et après, c'est beaucoup de particuliers. D'accord. Le reste, c'est du particulier. Voilà. Okay. Mais après, une prestation, on a beaucoup de prestations d'entretien, c'est beaucoup de clients. Et forcément, en création, c'est des plus gros chantiers. Donc, il y en a moins. Voilà. Mais il n'y a pas de. On peut intervenir sur un jardinier à La Roche-sur-Yon, dans le Pentagone, qui fait 100 mètres carrés, et puis un jardin qui fait 4 hectares. Ouais. C'est pas du tout la même approche. Mais chacun a des intérêts différents. Mais voilà, après, nous, on s'adapte à ce que souhaite le client. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ce nom, Bélis ? Bélis. Alors, Bélis, c'est... Donc, tout à l'heure, on parlait d'arrêt des phytosanitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout ce qui est aménagement paysager, ce qu'il y a de plus compliqué à réussir, c'est une pelouse. C'est plus facile de faire une terrasse sur pilotis que de faire une pelouse. Une pelouse, ça dépend de la qualité de ton sol. Si ton sol n'est pas riche, nous par exemple en Vendée, autour de la Roche, on a des terres qui sont très argileuses. Donc l'argile, ça veut dire que l'hiver, la racine peut pourrir, l'été, la terre est craquelée, donc ça ruisselle. Donc on a des pelouses qui sont en général, c'est pas des golfs, voilà. Donc la pelouse dépend de la qualité du sol. Les clients nous demandaient des greens de golf. C'est pour ça qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait ? On passait un coup de glyphosate pour tout griller, on décompactait la terre, on passait un coup de rotovator pour niveler, on engazonnait, on faisait un suivi première tonte, traitement sélectif pour éliminer, toujours entre guillemets, nos fameuses mauvaises herbes, apport d'engrais, etc. etc. À partir du moment où on n'utilise plus les produits phytosanitaires, cette méthodologie n'est plus possible. Donc, il faut faire différemment. Donc, maintenant, quand je fais un devis, je mets pelouse naturelle. Et j'explique bien au client que, pour moi, il y a un intérêt à refaire une pelouse si le terrain n'est pas nivelé. Il est en bosse parce qu'il y a eu des travaux, voilà. Si on a un terrain qui est nivelé, ça m'arrivait des fois de dire je vous fais pas de devis, ça sert à rien, puisque on va intervenir, on va refaire votre pelouse, et dans 2 ans, 3 ans, vous allez arriver au même résultat. Parce que vous n'aurez pas changé votre terre. Si vous ne changez pas votre terre, vous aurez les mêmes herbes, puisque c'est la qualité de la terre qui fait la qualité du gazon. Donc ça n'a pas d'intérêt, vous allez payer pour rien, et vous allez me rappeler, vous ne serez pas satisfait. Donc c'est pas la peine de travailler. Si moi je travaille pour que le client soit satisfait, et que je sois fier de mon travail, si vous n'êtes pas satisfait, il n'y aura pas d'intérêt. Donc maintenant, ça m'arrive des fois de refuser d'intervenir. Ouais. Je dis non, ça n'a pas de... Il y a des clients qui le comprennent très bien, ils me disent ok, merci. Voilà, d'autres qui le comprennent moins bien, mais ça peut pas être autrement. Donc voilà. Donc alors, par rapport à Bélis, donc c'était un peu la base de se dire on arrête les produits phytosanitaires, comment on s'organise, et les pelouses ça représente
ça symbolise cette utilisation des produits phytosanitaires avec le glyphosate, le sélectif. Et donc il y a une pelouse, il y a une fleur sur les pelouses naturelles qui, quand on n'applique pas de produit et qu'on tond un peu moins souvent, qui est un peu l'emblème, c'est la petite pâquerette qu'on trouve sur les pelouses et qui s'appelle la Bellis perennis, donc belle perpétuelle. Alors, on a travaillé avec une agence de communication qui s'appelle Web Creative, qui nous a conseillé aussi sur l'ensemble de la démarche. Et c'était sympa d'utiliser cette Bellis comme emblème, parce que ça a ce côté... Alors déjà, le nom est court et sonne bien. Et puis, ça symbolise vraiment une pelouse naturelle, c'est-à-dire on n'applique plus de produits, mais en même temps qui est esthétique. Parce que c'est l'idée aussi de l'entreprise, c'est créer des jardins vivants, mais prouver qu'on peut réaliser des jardins naturels, mais qui soient esthétiques en même temps. C'est pas parce que c'est naturel que c'est pas beau. Aussi, ce qui a été un déclic, je me souviens un jour, je fais un devis chez un client. C'est au moment où je me posais des questions. Et donc, le client n'avait pas tondu peut-être depuis un mois. Donc, tapis de fleurs jaunes et blanches. Et il y a une petite fille qui a 5-6 ans qui arrive et qui dit papa, le monsieur, il vient pourquoi ? Et donc, le client dit il vient parce que on va refaire la pelouse. Et là, la petite fille se met à pleurer. Je regarde, je pensais pas faire cet effet, ça m'a limite peur. Et elle me dit oh non, enfin bon, je peux pas faire l'imitation parce que je suis très mauvais en imitation, mais en gros la petite fille a dit elle se met à pleurer parce que elle a trouvé que la pelouse était belle et qu'on allait tout casser et que finalement pour elle, pour un enfant de 6-7 ans, une pelouse avec des fleurs blanches et jaunes, c'est joli. C'est beau, ouais. Nous, de par notre éducation, on nous a toujours dit qu'une belle pelouse, c'était un green de golf. Voilà, parce que ça fait partie des modèles. Mais un enfant qui n'a pas tous ces préjugés-là, et pour lui, finalement, une belle pelouse, c'est une pelouse en fleurs. Et là, je me suis dit, alors après, c'est un questionnement aussi sur... Ça devient un peu philosophique, mais finalement, qu'est-ce qu'est le beau ? Oui. Qu'est-ce qu'est le beau dans un jardin ? Enfin, est-ce que finalement une pelouse qui a des fleurs, pourquoi une pelouse qui a des fleurs ne serait pas jolie ? Oui. Donc après c'est une question de regard, quel regard, et puis ça devient très très subjectif. Mais je trouvais que c'était intéressant cette remarque d'enfant. Alors là c'était très fort parce qu'elle s'était mise à pleurer, mais à cause de moi en plus, donc c'est un peu vexant. mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'était dans l'idée justement des pelouses avec le glyphosate et le sélectif. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir une autre approche. Alors, on ne vend pas des jardins à des enfants de 7 ans, mais il y a des personnes, je me suis dit, il y a peut-être des personnes que ça peut intéresser. Ouais. Et voilà, donc ça a vraiment été le déclic, ça a été ça, c'était vraiment cette approche par rapport à la pelouse, aux produits phytosanitaires. Et puis donc après, la petite Bellis qui symbolisait le côté esthétique, fleuri, mais naturel d'une pelouse. Est-ce que vous avez travaillé aussi sur la raison d'être de l'entreprise à un moment, parce que vous repositionnez quand même votre approche ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre identité. C'est-à-dire qu'un client qui vient nous voir, un client qui veut, mis à part parce que c'est par bouche-oreille, voilà, mais un client qui veut un enrobé, qui veut qui veut des palmiers avec des galets blancs, il nous contacte pas parce qu'il va sur notre site internet. Il va voir ce qu'on propose, ça va pas lui plaire. On est complètement à l'opposé de tout ça, donc ça va pas lui plaire. Donc maintenant, on a une identité par la communication. Ça, c'est important. C'est vraiment important la communication. Ouais. C'est-à-dire quel message on donne. Donc nous, notre créneau, on est identifié sur les jardins naturels et vivants. Donc quelqu'un qui veut un jardin de gravier et de plantes. On va dire plus méditerranéenne ou plus exotique, il va moins venir nous voir. Ça n'empêche pas qu'on peut en intégrer quand même, mais dans l'idée, il va pas forcément venir nous voir. Donc notre identité, elle est quand même là. Et puis après, les salariés aussi qui viennent, je le vois aujourd'hui, ils viennent parce que ils sont intéressés par le positionnement qu'on a, qui est un positionnement qui reste quand même minoritaire dans le métier. C'est en train d'évoluer, tout ça. Après, il y a cette difficulté de comment on met en place. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de paysagistes qui ont les mêmes questionnements, mais après qui savent pas toujours comment faire pour se fournir en marchandises, pour proposer ça aux clients, et qui ont des préjugés aussi sur ce que pense le client.
parce que par exemple, il y a beaucoup de paysagistes, et moi je me fais avoir aussi des fois, qui pensent que le client pense telle chose. Mais non, finalement le client il sait pas, faut se dire c'est pas son métier. Donc nous on a un rôle de conseil. Par exemple, on a fait un chantier de taille et d'aménagement chez des clients il y a pas longtemps. Et puis il y a un salarié qui me dit écoute, il faut que tu repasses voir les clients parce qu'ils ont un projet d'aménagement de devant. Par contre, ils veulent mettre que des graviers. Il faut imaginer, c'est des clients qui ont 70-75 ans, qui ont, d'un point de vue physique, ils n'ont pas envie de s'embêter à faire du désherbage, de la taille. Ils ont une parcelle qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Et donc, ils veulent limiter l'entretien. Donc, pour eux, limiter l'entretien, c'est mettre du gravier avec une toile. Voilà. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un jardin. Quand on arrive chez eux, c'est leur devant de maison, que ce soit joli, que ce soit agréable. Toile et gravier, il n'y a pas d'herbe au début qui pousse, mais après, on ne vit pas dans un environnement fermé, donc tu as des graines qui arrivent, tu as des herbes qui vont commencer à germer. Si tu les enlèves pas, elles vont grainer, hop, elles vont s'étaler, et tu peux très bien, à terme, avoir un champ d'herbe, sous un temps un peu plus long, et donc pour quelqu'un qui veut un jardin sans entretien et quelque chose d'entre guillemets propre, le gravier avec la toile, ça va être contre-productif, sauf s'il désherbe tous les jours. Si à chaque fois qu'il y a un brin d'herbe, il désherbe, ok, pourquoi pas. Mais s'il veut pas faire d'entretien, ça marchera pas. C'est-à-dire que donc c'est ce que je leur explique. Et souvent quand c'est comme ça, il suffit d'aller chez le voisin à côté ou de montrer, et ils me disent oui, c'est vrai, vous avez raison. Voilà. Et donc derrière, là l'idée c'est plutôt ils veulent mettre un robot de tonte sur l'arrière de leur maison. Donc on va terrasser le terrain pour que le robot de tonte aille partout. On va créer des nouveaux massifs. Des massifs avec des végétaux, donc avec un paillage naturel, parce que pour le sol, c'est meilleur. Et donc on va densifier la végétation avec des couvre-sols pour que limiter la pousse des herbes autour. Et s'il y a quelques herbes, elles seront prises dans l'ensemble, donc ce ne sera pas forcément gênant. Et en complément, on va mettre en place quand même un contrat d'entretien au début, parce qu'ils ont 75 ans. Donc parce qu'au début, le temps que ça se densifie, puis même d'ailleurs après, par la suite, quand tu mets du végétal, tu as besoin d'entretien, on va faire la taille et le désherbage. Donc comme ça, ils n'auront pas la tonte à faire. Donc c'est un exemple où finalement, la demande du client, c'était de ne pas avoir d'entretien, enfin de limiter l'entretien. Mais donc limiter l'entretien, c'est pas forcément les solutions que je pouvais proposer auparavant. Mais après, finalement, quand on explique que toi, les graviers, c'est pas moins d'entretien, que c'est contradictoire, mais que finalement, tu mets de la végétation, du végétal, et que tu densifies, et tu auras moins d'entretien. Enfin, tu auras deux, trois interventions dans l'année de taille, qui sont un peu plus longues, mais par contre, tu n'as pas une intervention hebdomadaire ou quotidienne. Parce que tu enlever toutes les mauvaises herbes. Puis c'est pénible, quoi. Enfin, c'est pas super intéressant de se pencher, se mettre à quatre pattes pour enlever les herbes. À l'inverse, tailler des branches, prendre soin des arbustes, c'est un contact avec la nature qui est différent. T'es pas dans la destruction. Alors en plus, les toiles de plantation verte là, tu sais qu'on voit souvent, ça tue les sols. C'est impressionnant, vraiment, pour avoir fait des rénovations. Alors je dis ça, on en a fait nous aussi. Mais quand t'enlèves une toile qui a été posée, c'est là que tu te rends compte que ton sol est hyper dur. C'est hyper compacté. C'est-à-dire que tu veux mettre une fourche dedans, tu rentres pas. Alors qu'à l'inverse, un paillage, quand tu as du paillage, ça décompacte et ça aère le sol. Tu veux mettre une bêche dedans, tu rentres très très facilement. Parce que du coup, il y a toute une vie. Ça n'empêche pas la vie en dessous. Alors que finalement, la toile, elle tue. Mais t'as plus de vers de terre, t'as plus rien. Enfin, le sol, il est aseptisé. Enfin, c'est hallucinant d'ailleurs. C'est là que tu vois le rôle de l'homme d'ailleurs, sur le rôle qu'on a nous aussi en tant que paysagiste, enfin jardinier paysagiste. On a un impact important. Et si on veut que ça vive bien, il faut pas mettre de plastique, quoi. Enfin, c'est évident. Enfin, moi, ça me paraît évident. Après, voilà. Mais puis comme tu disais tout à l'heure, t'as eu aussi cette démarche à un moment de te rendre compte des choses, et aujourd'hui pour toi, ça te semble normal parce que t'as un peu ouvert la conscience sur tout l'écosystème finalement. Comment les clients que tu avais avant 2019, par exemple, ils ont réagi quand tu as commencé à basculer vers autre chose? C'était une de mes grandes questions. C'était comment on communique auprès des clients? Ça, c'était un peu compliqué. Est-ce qu'on garde le nom de Au début, c'était plus de dire on garde Proxivant des paysages et on crée une marque qui s'appellerait Bellis, qui serait en parallèle pour pas perturber les anciens clients.
C'était un peu l'idée. Et puis finalement, à un moment donné, plus on avançait dans la démarche, puis quand on est rentré on s'est dit, on rentre dans le nouveau bâtiment, il faut tout faire en même temps. Puis c'était une évidence qu'à un moment donné, au début, c'était un peu, je suis un peu petit joueur, quoi. Ouais. Donc, moi, j'y vais tranquillement. Voilà. Je garde mes acquis, je fais un truc à côté, puis on verra si ça marche. Si ça marche pas, on revient en arrière. Et puis finalement, au bout d'un moment, non, il faut y aller, quoi. Donc, on part vraiment sur Bélis. Donc, on fait un véritable changement et on communique auprès des clients. Alors, avec du recul, c'est super bien passé. C'est là que tu te dis, pourquoi j'ai eu peur? Parce que le nom, Proxy vend des paysages, les clients s'en souvenaient pas, c'était hyper long. Ils disaient vend des paysages, vend des proxys, enfin voilà. Donc déjà, ils n'arrivaient pas à s'en souvenir. Bélis, c'est non. C'est court, pardon. Ouais. Donc, vu que c'est court, ils s'en souviennent super bien. Donc, et comme tu disais tout à l'heure, en plus, c'est joli. Oui. Ça sonne, on retient. Ouais. Donc, à la limite, c'est un détail, mais mon jardin est. Qui c'est qui a fait ton jardin? C'est Bélis. Qui c'est qui a fait ton jardin? C'est Proxy vend des paysages. Bon, la Bélis, c'est mieux. Enfin, c'est du détail, mais bon. Ouais. Pas tant je suis pas sûr que ce soit du détail. Pas tant que ça, peut-être, finalement. Donc le nom est super bien passé et ils l'ont super bien retenu. Donc, nous, après, on a communiqué. On a envoyé. On a envoyé courrier, mail. Il y a le changement de nom, puis après, il y a le changement de philosophie. Changement de philosophie, après, sur les anciens... J'ai des clients qui sont pas dans cette philosophie-là, il faut être clair. Ouais. Maintenant, c'est des clients ce qui fait partie aussi moi, je trouve, des charmes de mon métier, c'est que l'entreprise a 18 ans, il y a des clients que j'ai depuis 18 ans. Donc, ok, ils sont pas forcément toujours dans la philosophie de ce que je voudrais faire maintenant, mais ça fait 18 ans qu'on intervient chez eux. Enfin, la relation est importante. Oui, la relation est importante. J'ai des clients aussi qui sont plus âgés, donc c'est normal. Leur jardin, il a été fait de telle manière, ils vont pas tout refaire maintenant. Donc on peut pas tout. Je vais pas leur demander de revoir complètement leur jardin, tu vois. Donc j'ai changé de philosophie, donc voilà, c'est plus on casse tout, on refait tout. Non. Donc voilà, donc là on s'adapte. Moi après j'explique, et puis des fois je gagne et des fois je perds sur ce que je voudrais faire. Donc après par contre il y a des éléments sur lesquels on reviendra pas en arrière. Produit phyto, on reviendra pas en arrière. Ça c'est voilà. Donc là faut trouver des nouvelles méthodes. Donc des fois au début ça a été compliqué chez certains clients qui étaient moins satisfaits. Donc il a fallu adapter la prestation. Mais donc voilà. Donc, finalement ça s'est très bien passé. Bon. Si c'était à refaire, je le referais. Ah, génial. Et sur les avis que j'ai lus, on retrouve vraiment très souvent les avis qui remontent le côté qualité et le soin. En fait, on sent que les gens sont touchés par le soin que vous mettez à vos prestations, dans les prestations elles-mêmes, mais aussi dans le comportement, dans ce que j'ai l'impression. Et on parle aussi beaucoup d'écoute et de réactivité. Ça, c'est des choses que tu pousses particulièrement. Oui, parce que ça fait partie de... Il y a la philosophie... l'idée, c'est de donner du sens à ce qu'on fait. Donc, comment on donne du sens dans ce qu'on fait? Déjà, c'est sur la philosophie globale. Donc là, on est sur des jardins naturels. Et puis après, il y a la manière dont on le fait. Donc ça c'est sur le savoir-être. Donc sur le savoir-être, pour moi, c'est super important. Enfin, vraiment, c'est important de bien travailler, mais c'est pas suffisant. C'est comment tu te comportes, qui tu es. Ça rejoint les valeurs de l'entreprise. Quelles sont les valeurs? Pour moi, l'une des premières valeurs, c'est le respect. C'est-à-dire que tu respectes ton client, tu respectes l'entreprise, tu respectes les salariés, tu respectes les fournisseurs, tu respectes la direction, tu respectes le jardin. C'est ce que j'allais dire, tu respectes le vivant. Tu respectes le vivant. Donc ça, c'est la première chose. Donc, après, c'est la qualité. Qualité, satisfaction. C'est-à-dire, l'objectif, c'est que le client il soit satisfait. Enfin, ça, c'est vraiment super important. Et puis, c'est aussi que nous, on soit satisfait de ce qu'on a fait. Enfin, c'est bien que le client soit satisfait, mais il faut que nous, on soit satisfait et fiers de notre... Ouais. Tu vois, moi, ce que je veux, c'est que les gars, ils soient fiers de leur travail. Enfin, moi, j'aime bien quand ils me montrent les photos de ce qu'ils ont pris. Tu vois, ça veut dire que ils sont contents. S'ils l'ont pris en photo, c'est qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont fait. Donc voilà. Puis après, c'est l'une des troisièmes valeurs, mais c'est pas forcément cité là, mais c'est vraiment une notion de progrès. Progrès, de curiosité, d'ouverture. C'est que rien n'est jamais acquis et il faut toujours... on peut toujours s'améliorer, on peut toujours voir des nouvelles choses. Enfin, voilà, donc j'ai pas fait d'analyse des avis. Si c'est ça qui ressort, en tout cas, avec un œil extérieur, je suis super content. Tu parlais un peu de saisonnalité. Alors là, en plus, on a eu un printemps particulier.
Vous avez des temps vraiment forts dans l'année, notamment au printemps avec les premières rayons du soleil, surtout après 3 mois de pluie. Oui. Alors, on a de la saisonnalité. Elle est moins marquée qu'elle l'était avant. On vient toujours. Ah oui. Je fais pas un blocage. Non, on revient quand même à la notion d'évolution du climat et de l'impact par rapport à l'environnement. Mais quand j'ai démarré, je me souviens, il y avait au mois de novembre des gelées blanches. Oui, d'accord. Ouais. Donc il y avait des périodes avec des températures négatives où on ne pouvait pas intervenir sur les arbres, les arbustes. Et c'était compliqué à ce moment-là, parce qu'il y avait une vraie saisonnalité. C'est-à-dire que très clairement, l'hiver, c'était compliqué de travailler, quoi. Et d'ailleurs, moi, on avait annualisé le temps de travail. Les gars travaillaient 4 jours sur 5 en janvier-février, parce que c'était des périodes qui étaient vraiment compliquées au niveau de la météo. Maintenant, c'est moins vrai. Alors, oui, il y a une saisonnalité, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où il pleut plus et des périodes où il pleut moins. Mais globalement, si tu regardes les températures, on est sur des... L'année dernière, j'ai des gars qui bossaient en short en février. Enfin, un truc de fou, quoi. Et tu regardes en janvier, février, décembre, le matin, il fait un peu plus froid. Mais il fait des fois aux environs de 15 degrés, à peu près, un peu moins, un peu plus. Ouais, un peu comme au mois de mai. Ouais, c'est vrai. Un peu comme au mois de mai actuellement. Ce qui fait que ça fait, quand tu sais, des fois, il y a des gens qui disent il n'y a plus de saison. Il y a des gens qui disent en rigolant, bah oui, mais c'est pas faux. C'est pas une phrase que tu dirais au bar du commerce, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, je le vois vraiment au niveau du métier, hein. Donc la saisonnalité, elle est moins forte. C'est-à-dire que, alors quelque part, au niveau du travail, c'est mieux. Oui. Là, il a plu beaucoup, donc ça a été un peu compliqué. Enfin, c'était compliqué à gérer, mais parce que les chantiers ils sont étalés. Enfin voilà, c'était. Puis pour les gars, c'est fatigant aussi. Mais voilà, mais il y a vraiment cette notion de météo qui joue. Et après, je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais il y a la gestion de l'eau qui est super importante aussi. C'est-à-dire que par exemple, il y a beaucoup de clients qui me disent actuellement, ça me fait rire, ils me disent qu'on nous parle pas de sécheresse et de... Ben oui, mais ce que je leur explique, c'est que non, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que, ok, il a beaucoup plu là, ça c'est vrai. Mais il a beaucoup plu, mais sauf qu'avant, si on prend par exemple en Bretagne ou en Normandie, en termes de nombre de millimètres, il pleut pas plus en Bretagne et en Normandie qu'à Nice, en termes de volume de millimètres. Oui. Par contre, en Bretagne et Normandie, il pleut plus souvent, plus fréquemment, plus régulièrement, par petits volumes. Donc voilà, donc ce qui fait que l'eau a le temps de s'infiltrer. Alors que dans le sud, c'est des averses orageuses. Ce qui fait que tu as un nombre de millimètres important, mais d'un seul coup. Donc l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer. Et tu as des périodes où il pleut pas du tout. Donc nous, on va plus se rapprocher de ces modèles-là. C'est-à-dire que là, on a eu beaucoup de pluie, et puis on l'a vu l'année dernière, ou il y a 2 ans, hein, et puis on va se retrouver peut-être pendant 2 mois, 3 mois, sans pluie. C'est vrai que là, on sort de 4-5 mois où il a plu tout le temps, donc les gens ils sont démoralisés, ils en ont marre, ils veulent du soleil et tout. Mais ils se disent, c'est pas possible qu'on parle de sécheresse. J'espère qu'on n'en parlera pas, mais il est possible qu'on en parle parce qu'il va pas pleuvoir pendant 2 mois, 3 mois. Ouais, c'est ça. Ok. Pourquoi c'est important pour vous, en fait, la gestion de l'eau ? L'eau, c'est vraiment la vie. Pour moi, c'est l'or bleu, quoi. L'eau, on s'en rend pas compte, mais par exemple, tu vois, au niveau du bâtiment, on a installé un récupérateur d'eau. Si je regarde le coût que ça représente par rapport à l'intérêt économique, faut pas le faire. Ça coûte. C'est pas des raisons économiques. Mais non, parce que l'eau nous coûte pas cher aujourd'hui. Par contre, demain, ça c'est une certitude, l'eau va manquer. Donc c'est un réel intérêt environnemental. C'est un intérêt peut-être sur du long terme. Et puis il faut préserver l'eau. Donc l'eau, c'est important. Déjà pour l'être humain, et puis après c'est important aussi pour toute la faune que tu peux avoir par exemple pour les abeilles à un moment donné il faut qu'elles aillent chercher de l'eau. Les oiseaux il faut qu'ils aillent chercher de l'eau, donc tu as tout un écosystème qui se met aussi en place par rapport à ça. Quand tu as un potager, c'est bien d'avoir un point d'eau, parce que tu crées un écosystème qui est favorable. Qui est favorable. Donc l'eau, c'est vraiment important. On sait que ça va manquer. Nous, on sait qu'en Vendée, on a des problèmes de nappes phréatiques. Puis en Vendée, encore, on n'est pas à plaindre par rapport au sud de la France. Donc c'est comment on... Parce qu'aujourd'hui, les réseaux, il pleut.
tout ce qui est eau de pluie, hop, on le renvoie dans des réseaux collectifs. Mais alors l'idée, c'est plutôt de dire, il pleut, hop, comment on gère l'eau à la parcelle et comment on le valorise à la parcelle plutôt que de l'envoyer et de s'en débarrasser. Parce que finalement, quand tu as un terrain on va dire 500 mètres carrés, tu as un terrain de 500 mètres carrés, tu as une maison qui fait 100 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés, il pleut. Tu te dis pas, comment je fais pour évacuer cette eau-là ? Bah non, elle tombe sur le terrain, ça infiltre, et puis voilà, et ça te pose absolument aucun souci. Par contre, sur les 100 mètres carrés de ta maison, tu dis, il faut que je mette des gouttières, parce qu'il faut que ça s'évacue, il faut que ça aille à tel endroit. Bah, finalement, c'est que 1/5 de ta surface, et sur les 4/5 de ta surface, tu te poses pas toutes ces questions-là, tu vois. Enfin, quand tu y penses, c'est un peu absurde. Donc, alors après, tu peux avoir des problématiques d'infiltration, de choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de dire, ces 100 mètres carrés là que je récupère, ou les 400 mètres carrés, comment je peux les valoriser sous forme de noues paysagères, sous forme de jardin de pluie, sous forme de mares, quand c'est possible, sous forme de récupérateur d'eau. Par exemple, nous, le récupérateur d'eau, il nous sert pour les toilettes, il nous sert pour le nettoyage des véhicules, il nous sert pour arroser les plantes au niveau de la pépinière qu'on a. Enfin voilà. Donc plutôt que d'utiliser, par exemple, pour les toilettes de l'eau potable, finalement, c'est pas plus mal de récupérer les eaux de pluie, quoi. Donc vous avez créé du coup des circuits spécifiques liés au récupérateur pour... Oui, pour nous, pour l'entreprise. Après, chez les particuliers, ça va plutôt être de dire de créer des jardins de pluie pour que l'eau s'infiltre. Un jardin de pluie, c'est en gros, tu as ta maison, hop, tu récupères l'eau de tes gouttières, tu la renvoies dans un massif, mais le massif, au lieu qu'il soit surélevé, il va être plus bas. Ça sert de zone tampon. Ah ouais, d'accord. Mais sauf que tu le végétalises. Voilà. Donc ta zone tampon, l'eau peut monter. Puis après, l'idée, c'est qu'hop, elle soit réabsorbée. Ouais. Voilà. Et ça, tu peux le faire même sur des parcelles de 500 mètres. Oui. Okay. Ah oui. Donc ça peut être ça peut être un jardin de pluie, ou ça peut être dans la même idée, une espèce de noue qui est végétalisée ou pas pour que l'eau s'infiltre progressivement. Et puis après, ça peut être via une mare. C'est ce qu'on a fait là au dépôt, par exemple. Ça peut être une mare. Et une mare, souvent les gens disent il y a des moustiques. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand tu mets en place nous, par exemple, quand on a construit le bâtiment, c'était une zone humide. Le bâtiment, il est installé sur une zone humide. Il y avait du jonc. En fait, c'est une plante bioindicatrice qui indique que voilà, c'est humide. En février, je me souviens, février 2022, il y avait des moustiques. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et alors qu'on n'avait rien fait, mais il y avait de l'eau, il y avait ça d'eau sur le terrain, tellement c'était humide. Et donc, quand on a créé la mare, au début, on m'a dit, non, tu vas avoir des moustiques et tout. Je dis, de toute façon, j'ai déjà des moustiques, donc ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, en plus, je savais que de toute façon, si il y avait un écosystème, il n'y aurait pas de moustiques, mais je ne l'avais pas testé, donc voilà. Et c'est impressionnant, en l'espace de 5 à 6 mois, avec la mare, du coup, t'as les grenouilles qui sont là, t'as les libellules, t'as tout un écosystème qui se met en place. Donc, il y a moins de moustiques, d'un coup. Il n'y a plus de moustiques. Donc tout ça, ça se met en place tout seul, voilà. Et c'est magique, quoi, parce que du coup ça s'autorégule. Et franchement, cette idée de mare moustique, non, c'est pas vrai. Ouais. Enfin, après, faut qu'il y ait quand même, faut qu'il y ait un environnement propice, quand même. Dans la notion de jardin vivant, il y a des éléments comme ça qui sont incontournables. Alors des fois, tu peux pas le faire, des fois c'est pas possible. Mais en tout cas, je pense que c'est vraiment un enjeu. Pour moi, c'est un enjeu important. Ouais. On l'a pas assez valorisé encore, mais c'est un des points sur lesquels on travaille en tout cas. D'accord. Donc tu as parlé de l'eau. C'est quoi les quelques points pour toi qui sont vraiment très importants à avoir en tête pour un jardin ? Il y a l'eau. Oui. Alors il y a l'eau, il y a utiliser des ressources locales. Par exemple, on fait de plus en plus d'aménagements avec du châtaignier. Dans l'idée, des châtaigniers, c'est plutôt des forêts locales. Ouais. Voilà, il n'y a pas de traitement par rapport à un pin traité. Alors, donc ça, c'est... Donc après, une diversité au niveau des végétaux. Pas de mono-variété. Parce que plus c'est diversifié... Par exemple, je prends l'exemple d'une haie. Tu mets une haie avec qu'une seule variété. Pour X raison, tu as une maladie qui vient. Hop, toute ta haie est détruite. À l'inverse, tu mets plein de variétés différentes. Si tu as une maladie, l'autre peut résister. Donc voilà, donc tu as une meilleure résistance aussi dans le temps. Donc diversité des variétés. Là, c'est pareil, c'est un point sur lequel on travaille. Travailler avec ce qu'on appelle les plantes végétaux endémiques. Donc endémique, ça veut dire sauvage, issu du territoire. Alors l'objectif, c'est un peu compliqué parce que nous, on a plus une connaissance de l'horticole. Mais donc là, on est en train de travailler pour mixer l'horticole avec le sauvage. Après, il y a la notion de jardin nourricier qui est important.
Donc notion de jardin nourricier, c'est comment tu intègres le potager. Ou si tu n'as pas de potager, tu peux très bien intégrer des fruitiers ou des arbustes ou des plantes aromatiques. Voilà. Mais ce côté nourricier, il est important. Donc le bois local, l'eau. Après, bien sûr, la notion de paillage. Oui, dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure. Après, la notion de gestion différenciée aussi. Ça, c'est important. On est plus dans l'entretien. On est plus dans la conception. Mais c'est de se dire que la gestion différenciée, c'est que tu travailles par zone. L'idée, c'est que la zone qui est la plus proche de la maison, la plus proche d'un bâtiment, on va plus la travailler dans le détail, au niveau de l'entretien, avec des passages plus réguliers. Et puis, plus tu t'écartes de la maison, donc en gros, tu as un passage, on va dire, allez, en caricature, un passage toutes les semaines, un passage tous les mois, un passage tous les 3 mois, et un passage par an. Enfin, il faut bien se dire que moins on intervient, et mieux c'est. Alors c'est contradictoire par rapport à une activité de. Non, mais pour nous, pour une activité économique de. Les écosystèmes, en fait. Ouais, mais moins tu interviens, et mieux c'est, quoi. C'est vraiment le. Je sais pas si tu connais Éric Lenoir, le traité du jardin punk. Ah non, je connais pas. Et donc, alors je suis super content parce que je vais suivre une formation avec lui en octobre. C'est parce que le jardin punk, c'est ne rien faire. Mais en fait, c'est pas ne rien faire quand tu t'approfondis, c'est en faire le moins possible. Un autre jardinier que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Clément. Gilles Clément, c'est un des précurseurs. Ah ouais, ouais. C'est le créateur des jardins en mouvement, des jardins planétaires. Il a été l'un des à l'époque, il était même pris pour un fou. D'ailleurs, il insiste plus sur la notion de jardinier que de paysagiste. On est plus des jardiniers que des paysagistes. Ouais. Il dit faire avec et pas contre. C'est important, ça paraît simple. Faire avec et pas contre. C'est-à-dire que tu fais avec l'existant, mais tu fais pas contre. Donc, l'idée, c'est de pouvoir observer. C'est que tu observes ton environnement. Tu fais pas n'importe quoi par rapport au sol, par rapport aux plantes existantes, par rapport à l'environnement. Il y a vraiment cette notion-là. Par exemple, là, je pourrais te montrer, sur le devant du bâtiment, j'ai laissé un roncier, une friche, sur le devant de la route. Je trouve ça rigolo qu'en tant que paysagiste, on laisse des ronces. Je trouve que c'est un peu antinomique. Mais parce que l'idée, c'est que moi, ce que je veux, c'est que cette zone-là, tant que je serai là, on n'intervienne pas. Donc en gros, on fait l'entretien autour, on tourne autour. Mais cette zone-là, parce que c'est une zone de ronces aujourd'hui, il y a un petit peu de saule qui commence à pousser. Parce qu'en gros, la nature, c'est fait de telle manière que tu prends un champ où il n'y a rien du tout dessus. Tu n'interviens pas pendant 100 ans, tu auras un champ de chêne. Parce qu'au début, tu as les premières pionnières qui arrivent, tu as des petites graminées. Après, tu commences à avoir des ronces qui commencent à pousser, parce que voilà, il n'y a rien. Après les ronces, tu as des arbres, des petits arbustes type des saules ou des genêts qui commencent à pousser. Puis après, ça commence à prendre du volume, donc les ronces, elles commencent un peu à se diminuer. Puis après, tu as des chênes qui arrivent, et ces chênes-là, t'as plus de lumière qui passe en dessous, donc ça asphyxie en fait, donc t'as plus de ronces. Et ça, c'est sur un temps, mais qui est long. Le problème, c'est qu'on n'a pas le temps. Il y a le principe des forêts urbaines qui se font comme ça, où tu plantes plein de variétés sur une densité qui est très très forte, et pour accélérer le phénomène. Alors, d'ailleurs, ça, je m'étais intéressé à ça. Puis après, je me suis rendu compte que c'était, en parlant avec un pépiniériste, que c'était beaucoup de gaspillage. Parce qu'en gros, tu plantes 4 arbustes au mètre carré, 4 arbres au mètre carré, et au final, tu en as un tous les 3 mètres carrés qui survit. Donc, en termes de sobriété, c'est pas top. Ouais, d'accord. Mais voilà. Mais c'était marrant, cette idée de voir. Donc on va prendre en photo tous les ans. Et puis on verra comment ça va évoluer sur. C'est une petite partie. Mais ça, tu pourrais l'avoir chez un particulier. Faut accepter. D'avoir de la ronce, voilà, c'est une question de regard. Mais voilà. Donc après, il faut être prêt aussi à le faire. Mais ça, c'est. Tout à l'heure, on parlait de culpabilité, de pas culpabiliser les gens. Chacun va à son rythme par rapport à ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de points sur lesquels on peut ne pas être parfait que faut absolument pas faire la morale en disant, voilà, moi, ma conception du jardin, elle est mieux et je fais bien. Non, il y a forcément des choses qu'on fait pas bien, donc. Écoute, le temps passe, alors je vais te proposer de passer sur une partie plus sur les collaborateurs de l'entreprise. Tout le monde a adhéré tout de suite? Non, tout le monde n'a pas adhéré. Et c'est normal avec du recul. Ouais.
Sur le coup, j'étais déçu. Je me souviens des premières journées de sensibilisation là où tu vois, il y en a, ils s'accrochent tout de suite, quoi. Ils sont au taquet tout de suite. Bon, bah, super, t'es super content là. Alors, bah, de toute façon, dans un groupe, t'as toujours ceux qui sont à fond, ceux qui sont au milieu, qui suivent, et puis ceux qui sont contre, voilà, en schématisant. Donc après, bah oui, t'en as forcément qui disent, par exemple, typiquement en création, quand les gars, tu leur dis, et en même temps, je comprends, hein, parce qu'ils étaient habitués à travailler comme ça faisait partie de leur manière de fonctionner, tu leur dis, bah non, ils ont maintenant. appris comme ça, oui. on leur a dit que c'était bien que. Mais oui, tu vois, par exemple, quand on fait une pelouse et que avant le glyphosate, il grillait tout, il tuait tout. Donc après, quand tu préparais le terrain, c'était vachement plus facile. Tu mettais moins de temps, ça te faisait un travail qui était plus net. Enfin voilà. Maintenant, c'est plus maintenant ils sont habitués, hein, mais c'est plus compliqué. Tu as plus de modes. Enfin voilà, tu passes un peu plus de temps. Enfin donc forcément non. T'as des personnes. De toute façon, quand il y a un changement, t'as forcément des personnes qui seront contre. Et alors, comment vous avez fait ? C'est pas. Vu que le changement a été dans le temps, ça se fait au fur et à mesure du temps. C'est pas, tu vois, une grève dans l'entreprise en te disant non, on n'ira pas travailler. Voilà, non, c'est pas ça. Ça se fait au fur et à mesure du temps. En fait, ce qui se passe finalement, c'est très simple. Hein. C'est que ceux qui s'y retrouvent pas, à un moment donné, ils partent. Ouais. Voilà. Ça, c'est arrivé ? Il y en a qui Oui, j'ai eu 2 salariés qui sont partis dans le TP. Donc, tu vois, tu fais rien à voir. Donc voilà. Et ça fait partie de. Et c'est pas grave. Enfin, on peut se quitter en bon terme. Voilà. Et à l'inverse, ça permet de faire rentrer aussi des nouvelles têtes qui sont plus dans l'esprit. Donc c'est très bien. Maintenant, voilà. Mais c'est vrai que sur le changement, forcément, forcément. Parce que toi, tu arrives avec tes idées. Quelque part, moi, j'arrive avec mes idées, je les impose. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc, derrière, je peux comprendre qu'à un moment donné, on ne soit pas d'accord avec moi. Oui. Après, moi, mon job, c'est d'impliquer, de motiver, de faire comprendre que c'est important et qu'il faut aller vers là. Mais après, oui, sur 12 personnes, sur 12 personnes, ouais, j'ai 20% d'échecs. Voilà. Bon, c'est pas. Après, voilà, on s'est quitté en bon terme et il n'y a pas de souci. Hein. C'est intéressant d'ailleurs, ça aussi. C'est pas parce qu'à un moment, tu n'es pas d'accord sur la vision que tu es obligé de t'engueuler. Bah non. Voilà. En fait, j'avais entendu un truc là-dessus, c'était super intéressant. En fait, tu peux être d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Oui. Alors, donc ce qui vient de se passer, c'est qu'on a beaucoup parlé et que la carte mémoire était pleine, même si je l'avais vidée avant de venir. Donc le son sera un peu différent, mais je voudrais quand même te poser quelques questions pour terminer sur ta motivation et ton organisation personnelle. La première, c'est qu'est-ce qui te motive à te lever le matin et à exercer ton activité ? Alors, ce qui me motive, c'est une bonne question, c'est déjà faire quelque chose qui me plaît. C'est hyper important. Moi, je le dis toujours aux enfants, faites un métier là où... on passe plus de temps au travail que dans sa vie personnelle, donc il faut vraiment être heureux dans ce qu'on fait, aimer ce qu'on fait, donc j'aime ce que je fais, ça c'est important. Après, je me lève le matin parce que c'est vrai qu'avec la philosophie de Bélis, l'idée c'est vraiment de montrer, de prouver qu'on peut faire des nouveaux jardins, enfin pas des nouveaux jardins, mais des jardins naturels, que ce soit naturel et esthétique, voilà, ça m'anime quoi, de montrer que c'est possible, que c'est possible aussi de faire des jardins de ce type-là qui soient rentables par rapport à la profession, ça c'est important aussi. Après, ce qui m'anime aussi, c'est on a la chance de travailler avec des clients depuis 18 ans. Ça, je trouve ça super super chouette quoi. Enfin, des clients depuis si longtemps, enfin c'est fou quand tu y penses quoi. Donc ça c'est super d'avoir les retours des clients, ça c'est vraiment moi j'adore quand les clients ils me disent vous êtes intervenu, on est super content, puis vos gars ils sont super sympas, enfin tu vois, ça me fait presque plus plaisir que si on me disait que moi j'étais bien, enfin c'est oui. Tu vois. Comment tu arrives à gérer tous les aspects de ta vie, chef d'entreprise, avoir un équilibre aussi avec la vie perso? Alors ça c'est vraiment difficile, hein. Ça c'est une lutte de tous les jours.
Alors pour moi, c'est le sport. Le sport, c'est super important. Je joue au tennis. Ouais. Je m'évade du travail où je retrouve les copains. C'est-à-dire que le tennis, c'est un sport individuel, hein, mais pour moi, c'est le groupe. Et puis j'ai la chance d'être dans un club où voilà, il y a vraiment une très bonne ambiance, c'est plus des copains. Enfin, c'est des copains d'ailleurs, on se voit à côté. Donc ça, c'est super important. Donc le sport, la course, je fais de la course à pied aussi. Enfin, j'ai besoin toujours de me retrouver dans la nature. Enfin, je trouve ça super agréable de courir, de se retrouver dans les chemins, au milieu des arbres, de voir la bus qui traverse ou une biche. Alors ça, quand il y a une biche qui passe devant toi, ça c'est le bonheur. Ouais. Donc le sport c'est important. Après donc les amis, la famille. Enfin ce qui ressource, c'est vraiment de passer du temps avec. Quand tu passes une bonne soirée avec les potes, bah, c'est top quoi. Enfin, franchement, t'oublies tout. Pareil avec la famille. Puis après je peins. Je fais de l'aquarelle. Okay. Alors vraiment un niveau très très amateur, mais c'est comme quand tu cours, c'est différent parce que quand tu cours, t'as le temps de réfléchir et de penser à plein de choses. Quand tu joues au tennis, t'oublies. Quand je peins, c'est pareil. Je suis vraiment focus sur ce que je fais et ça c'est top quoi. Donc ça c'est vraiment important d'être capable de. Moi je connais des personnes qui travaillent beaucoup mais qui n'arrivent pas à couper. Ouais. Je pense que c'est une erreur. Tout à l'heure, on parlait de regard extérieur sur l'entreprise. Oui. Et à un moment donné, je me faisais conseiller par une personne qui s'appelle Rémi. Et j'étais très admiratif de son organisation. C'est quelqu'un qui travaillait dans une structure de plus d'une centaine de salariés, qui était responsable de cette structure-là. Mais qui travaillait... c'est pas qu'il travaillait pas, mais il était très 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 efficace. Et ce qui fait que des fois je l'appelais, il était 14h30 de l'après-midi, il était allongé sur son canapé. Ouais. Il travaillait pas, je pense qu'il devait travailler, enfin je sais pas combien de temps il travaillait, mais il devait travailler 35 heures, 30... Il n'avait pas un gros volume de travail par rapport à un dirigeant. Par contre, il était très très efficace, et justement, il me disait toujours, c'est quand je suis allongé sur mon canapé que j'ai les meilleures idées. Ça pour moi, c'était... Je suis pas impressionné par des gens qui travaillent beaucoup, je suis impressionné par des gens qui sont efficaces. Hein, ouais, tu vois. D'accord. Et je trouvais que c'était assez top ça. Donc c'est vrai que être capable de changer les idées, de penser à autre chose, de voir autre chose, ça c'est hyper important quoi, pour prendre du recul. Ouais, c'est rigolo parce qu'on retrouve souvent ça. C'est l'équilibre en fait entre l'activité et l'inactivité entre guillemets, qui fait que c'est dans les moments inactifs que les meilleures choses se passent. Carrément. Ouais. Des fois, c'est là où t'as des des petits déclics, où tu penses à des trucs. Carrément. Donc, la question d'après, c'était quels sont tes moyens pour te ressourcer et prendre soin de toi? Mais je crois que tu viens de donner quelques-uns. Voilà. Est-ce que tu as des personnes avec qui tu peux partager tes difficultés ou tes questionnements de chef d'entreprise? Alors, il y a forcément Sandrine, mon épouse, même si... en vieillissant, j'aime bien quand on arrive à la maison, qu'on parle pas de... on le fait. Hein. On le fait, mais vraiment de limiter les discussions. Mais, donc ça, c'est important. Après, il y a des personnes extérieures. Ça peut être donc il y a une consultante qui s'appelle Barry, qui intervient. Après, ça peut être des échanges avec d'autres chefs d'entreprise d'une manière informelle. Enfin, tu vois, par exemple, je pense à... Vendredi dernier, j'étais voir un concert de ma petite cousine. Et j'ai discuté avec mon oncle qui a une entreprise et juste il m'a parlé de quelque chose qui a fait résonance en moi sur le fait que finalement dans une structure il fallait des fois avoir 120% de sa capacité de production parce qu'on pouvait avoir des absences pour X raisons. Enfin voilà, on était en train de prendre l'apéro, on a discuté de 30 secondes de ça et voilà, donc tu vois des fois c'est des échanges informels comme ça. Donc j'ai fait partie de clubs d'entreprise. C'est vrai que je me suis un peu détaché de ça. Et puis après, là, cette année, j'ai donné des cours aussi au lycée Nature là, en licence. Donc ça prend un peu plus de temps. Pourquoi c'est important, selon toi, d'être accompagné? Parce que quand c'est pour toi, tu peux pas être objectif et puis forcément, tu vois moins bien. Hein. Ouais. Tu vois beaucoup moins bien, quoi. C'est hallucinant. Quand t'as quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui connaît pas ta structure, ou qui la connaît mais qui est pas au quotidien, toutes les défauts d'organisation, les améliorations possibles, et forcément elle les voit beaucoup mieux que toi qui est au quotidien, tu vois plus quoi au bout d'un moment. Donc ça c'est pour ça que c'est important. Et après finalement il y a des évidences.
il y a des évidences. Tu dis, mais c'est pas possible, pourquoi je l'ai pas fait avant? Enfin, une fois que tu l'as fait, tu as mis en place les modifications, et tu te dis, mais c'est fou, quoi. Enfin, parce que là, elle est venue, elle a audité en faisant un rapport. Elle a fait un audit. il y avait un audit qui était quand même plutôt conséquent. Hein. J'avais un petit dossier qui était quand même assez épais, avec le compte-rendu, tout ça, les préconisations. Donc ça, c'était vraiment au début, au niveau de l'organisation. Et puis après, même sur après quand on fait un point au minimum annuel, et là c'est plus du questionnement, mais finalement via le questionnement, des fois tu trouves des solutions. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Donc voilà. Donc c'est important d'avoir ce regard extérieur. Ouais. 3 questions pour finir. Quelle personne ou personnage t'inspire particulièrement? Est-ce que tu as un héros, un modèle? Alors, dans tes questions, là, j'ai vu ça. J'ai pas vraiment de héros. Alors après, j'ai réfléchi. Bon, je me suis dit, il faut quand même que je trouve des noms. En gros, il y en aurait peut-être 3. Alors, il y a quand même... il y a Gilles Clément et Pierre Rabhi. C'est des personnes qui... Pierre Rabhi, j'aimais beaucoup sa bienveillance... son humanité, avec le colibri, chacun peut faire quelque chose. Gilles Clément, c'est vraiment sa vision du jardin, avec cette idée de jardin en mouvement, de faire avec, qui me parle énormément. Et puis le fait qu'il il a été un précurseur, je trouve ça quand même fort, ces personnes qui sont capables de vraiment voir les choses avant tout le monde comme ça. Donc après, au niveau du sport, il y a Yannick Noah que je trouve quand même assez impressionnant parce que c'est quelqu'un qui avait un objectif, c'était de gagner Roland Garros. Personne ne l'avait fait avant, il l'a fait. Il avait cette notion de partage. Noah qui était... c'est fou, Noah, moi quand je te le dis, je vois l'image quand il gagne, il va voir son père, tu vois, il partage tout de suite ça. Je trouve ça beau. Et puis la philosophie de vie qu'il a derrière, quand tu lis, que ce soit avec la musique ou avec le sport, c'est quelqu'un qui est toujours à plus de 100%, à 200% dans ce qu'il fait, qui a je trouve, des vraies bases de vie. D'ailleurs, on parlait du jardin. Noah, il ouvrait son jardin à l'extérieur, quoi. Tout le monde pouvait venir parce qu'il avait une grande piscine et puis que tout le monde pouvait en profiter. C'est vraiment c'est le partage au top du top. Et puis après, au niveau artiste, au niveau plus culturel, j'aime bien Banksy par rapport au côté l'art dans la rue. Je trouve qu'il y a un côté poétique par rapport à ça. Il y a un côté politique aussi qui est intéressant. Donc voilà. On va dire, si on prend au côté 3 personnages complètement différents, soit dans le sport, dans la culture ou dans le côté plus nature. Ouais. Merci. Est-ce que tu as une chanson ou une musique qui te fait du bien? Alors j'écoute plein de choses différentes. Après, qui me fait du bien, alors là je pense plutôt à l'aquarelle ou quand je cours. Ouais, d'accord. Dans ces moments-là où j'ai vraiment besoin de musique. Donc j'aime beaucoup les tétraides, pour le côté poétique et puis des fois un peu absurde aussi au niveau des paroles. Et alors actuellement je suis plutôt sur Sofiane Pamart au niveau du piano. Très joli aussi. Donc, voilà. Oui, effectivement très différent aussi. Ouais, complètement. Non, mais vraiment rien à voir. Mais quand je peins, j'aime bien. Du coup, ça. Oui, j'imagine. Oui. C'est assez sympa. Je trouve que c'est assez reposant. Bon, dernière question. Est-ce que tu as un leitmotiv ou une citation? Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et une éternité. Ça, c'est de Gilles Clément. Et j'aime bien cette notion de se dire, quand on construit quelque chose, il faut un espace. Et puis après, à un moment donné, il faut se laisser le temps, quoi. Il faut une éternité, quoi. Donc, et puis c'est surtout qu'on est que de passage. Quand on a un jardin, ce jardin, il y aura du monde avant, il y aura du monde après. Et donc il faut respecter le lieu, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Tu en as parlé, Renaud Loiseau aussi. Je remercie Renaud Loiseau de nous avoir mis en relation. C'était avec plaisir d'échanger avec toi, Emmanuel. C'était un grand plaisir aussi. À bientôt. Très bonne journée. Ouais, à bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Je vous invite donc à retrouver Bélis sur le web et sur Facebook. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast. En attendant la prochaine émerveilleuse ou le prochain émerveilleur, retrouvez-moi sur LinkedIn ou sur Instagram. Merci encore et amusez-vous bien.